Je vais vous faire une petite introduction pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce qu'est la science des données. Puis après, le panel, ça va être divisé en trois parties. Une première partie où je vais poser quelques questions à nos panélistes. Une deuxième partie où vous pourrez leur poser vos questions. Et puis, contrairement au premier panel, nous on a décidé de conclure. Chacun individuellement va pouvoir amener sa petite conclusion sur le sujet. Donc, pour commencer, une petite introduction sur la science des données et sur ce panel. Donc, l'objectif du panel aujourd'hui, c'est vraiment de mettre en avant, de comprendre le rôle croissant des données dans la recherche en ARN. C'est parce que ça prend beaucoup, c'est comme ça prend beaucoup de données, on génère beaucoup de données. De savoir quels outils on peut développer et quelles méthodes on va mettre en place pour analyser ces données. Et quels sont ces méthodes, ces outils, quel va être, déjà qui vont produire, quel va être l'impact scientifique, mais également l'impact sur la société. Donc, c'est vraiment les thèmes qu'on va essayer de développer dans ce panel-là. Donc, avant vraiment d'aller poser des questions aux panélistes, je vais vous faire un petit rappel, c'est quoi la science des données? Vraiment, la science des données, c'est centré sur la donnée. Donc, la donnée, c'est l'information brute qu'on reçoit. Et autour de ça, on a différentes approches qui se répartissent en quatre groupes fonctionnels. Le premier, c'est l'organisation. En gros, c'est comment on va structurer nos données. C'est vraiment comment on va les nommer, comment on va les stocker à court, à long, à moyen terme. Et c'est comment on va les partager, les rendre accessibles. Donc ici, on va parler de bases de données, on va parler de formats, on va parler de métadonnées. Le deuxième aspect, c'est comment on va traiter ces données une fois qu'on les a stockées, qu'on les a récupérées. Donc là, c'est là qu'on applique des méthodes pour vraiment venir transformer nos données brutes en des données qui sont interprétables. Le troisième aspect, c'est l'analyse. Une fois qu'on a ces données interprétables, on commence à se poser des questions, on veut commencer à avoir des réponses sur nos données. Donc c'est vraiment là l'analyse qu'on va explorer avec des outils scientifiques, on va extraire des patterns, qu'on va vraiment comparer des groupes, qu'on va modéliser. Et enfin, on a l'interprétation. C'est là qu'on va vraiment comprendre ce que ces patterns qu'on a mis en évidence avec l'analyse, qu'est-ce que ça signifie vraiment en termes de nos questions biologiques. C'est là où on va se retourner à la biologie et à l'ARN. En tout cas, donc la science des données, comment ça se traduit en termes de recherche ARN? Quatre grands groupes de méthodes et d'approches sur lesquelles on travaille. Le premier, c'est la gestion des données de recherche. Alors là, c'est un peu l'enfant pauvre du domaine, qu'on n'entend pas beaucoup parler, mais qui est ultra important. C'est vraiment là où, justement, on s'occupe d'organiser, de stocker de manière sécuritaire, parce qu'on parle de données génétiques. Donc, il y a toute une question de s'assurer que tout le monde puisse pas y accéder et faire ce qu'il veut. Donc, c'est vraiment important. Il y a tout cet aspect-là de gestion de données. Et donc, c'est tout ce champ de données-là qui est quand même, je dirais, souvent un peu invisible. Le deuxième aspect, c'est celui qu'on connaît bien le plus, on en a entendu parler plusieurs fois ici, c'est la bioinformatique. C'est là où justement on va faire l'analyse, c'est là qu'on va faire les méthodes, c'est là qu'on va être capable de prédire des structures, des choses comme ça, d'identifier des nouveaux types d'ARN et tout. Ensuite, les deux derniers, qui sont assez proches l'un de l'autre, c'est la biostatistique et l'intelligence artificielle. Donc dans ces deux cas, c'est vraiment là où on va commencer à vraiment essayer d'extraire les motifs et de comprendre et d'interpréter nos résultats. C'est quoi la différence entre les deux? Généralement, la biostatistique, on travaille sur des données plus petites où on travaille à partir d'hypothèses. On veut vraiment tester des hypothèses et on va trouver une réponse à des hypothèses. Tandis que l'IA, c'est une approche orientée sur la donnée, où on a des jeux de données massifs. Et là, on veut vraiment organiser nos approches pour essayer d'extraire notre savoir à partir de la donnée. Et donc, plus la question, c'est vraiment la donnée qui va nous ramener à trouver des nouvelles réponses. Donc voilà, c'est ma petite introduction sur la science des données. Maintenant, on va parler de discussion. On va essayer d'approcher quatre thèmes qui sont les nouvelles frontières de recherche de l'ADN, l'impact transformateur de la science des données et l'IA, les thérapies et la gouvernance éthique et le futur de la recherche. Donc, avec moi aujourd'hui, j'ai quatre panélistes. Merci beaucoup à vous. Je suis très content de vous avoir. Donc, je vais procéder dans l'ordre comme ça, parce que
J'ai la chance d'avoir mis exactement ce temps. Voilà, dans ma feuille. Donc, nous avons tout à gauche le professeur Karine Choquet, qui donc, détient un doctorat en génétique humaine de l'Université de McGill, où elle a étudié les fondements génétiques et moléculaires des maladies héréditaires rares. Elle a ensuite effectué son postdoctorat en génétique à l'Université de Harvard, où elle s'est spécialisée en biologie de l'ARN et en séquençage par nanopore. Donc, nanopore, c'est les longues séquences génomiques. Depuis juillet 2023, elle est professeure adjointe au département de biochimie et de génomique fonctionnelle de l'Université de Sherbrooke. Et le programme de recherche de professeur Choquet vise à mieux comprendre les mécanismes de l'épissage des ARN messagers et comment les défauts d'épissage mènent aux maladies humaines. Je suis professeur Choquet. Ensuite, nous avons professeur Éric Lécuyer, qui est donc un professeur titulaire à l'Institut de recherche clinique de Montréal, ou IRCM. Donc, le professeur Lécuyer fait partie du consortium international ENCODE et il a siégé au sein des comités fondateurs des organisations ARN Canada et ARN Québec qui vous ont été présentés auparavant. Il est co-leader du pôle Sydney Altman en ARN thérapeutique établi à l'IRCM. Il a participé à la sécurisation du financement pour l'établissement du réseau de développement des productions de thérapie ARN du Québec, des PAC, qui ont aussi été rapidement présentés. Donc, Dr Lécuyer est un chercheur boursier de mérite du FRSQ et titulaire de la chaire de recherche Bell Bombardier de l'IRCM et d'une chaire de recherche double en IA et santé du FRSQ. Et enfin, son laboratoire s'intéresse à comprendre l'impact biologique et les mécanismes modulants de transport intercellulaire des ARN. Pour adresser ces questions, son équipe utilise des approches diversifiées de biologie cellulaire, de biologie moléculaire, de génomique, de bioinformatique, afin d'identifier de nouvelles cibles de thérapie potentielles. Ensuite, j'ai le plaisir d'avoir Anne Nguyen, qui est une bonne amie, et je suis très content de t'avoir, Anne, avec nous ici. Donc, Anne est diplômée de la Harvard Business School en Business Analytics, certifiée Lean Sigma 6. Et donc, Anne est directrice responsable de l'IA au Conseil de l'innovation du Québec depuis janvier 2024. Et son rôle est de promouvoir l'adoption de l'IA au Québec, un rôle qu'elle a endossé avec beaucoup d'enthousiasme. Son parcours est jalonné de nombreux défis et de nombreuses réalisations, notamment dans le réseau de la santé, qui ont toutes eu l'innovation comme leitmotiv, une innovation qu'Anne désire teinter de valeurs d'inclusion, d'égalité et d'humanité qui l'ont toujours guidée dans son cheminement professionnel. Donc, merci Anne. Et enfin, nous avons le professeur Jérôme Waldisch-Poul, qui est professeur agrégé d'informatique à l'Université de McGill. Il mène des recherches en bioinformatique et a été le premier à utiliser les jeux vidéo pour impliquer des millions de joueurs en ligne dans la recherche génomique avec des projets comme Kilo, Borderland Science, Project Discovery Phase. Il a présenté ses contributions à l'OSTP de la Maison-Blanche en 2013, au Parlement du Québec en 2016 et à l'Académie des sciences de France en 2018. Donc, Jérôme est titulaire d'un doctorat de l'École polytechnique en France et a été un instructeur en mathématiques appliqué au MIT. Il est également le lauréat du Thomson Scientist Award et du Pension, je ne sais pas si je prononce bien, Pension Dunn Professorship en sciences et innovation. Donc, merci à vous d'être là. Désolé pour le petit retard qu'on va avoir. Donc, on va commencer avec les questions tout de suite. Ma première question, qui porte sur les frontières de la recherche en ARN, c'est, selon vous, quels sont les outils bioinformatiques, statistiques ou d'intelligence artificielle qui ont, pour vous, permis de mieux comprendre l'ARN? Et si vous pouvez nous expliquer un peu pourquoi et comment. Quel d'entre vous veut répondre à cette question? Tu peux commencer. Donc, Mathieu a mentionné le séquençage par nanopore, qui est une technologie relativement nouvelle qui nous permet de lire des plus longs brins d'ARN. Puis en fait, ça, c'est en grande partie rendu possible grâce aux algorithmes d'apprentissage automatisé qui permettent de convertir le signal brut, qui est en fait un courant électrique, en signal de nucléotides. Puis ça nous a aussi permis, entre autres, d'aller au-delà de détecter les 4 bases d'ARN standards, puis d'aller mesurer plein de différentes modifications chimiques qui sont déposées sur les ARN. Ces modifications-là peuvent avoir un impact important sur la fonction, la stabilité, puis plein d'autres aspects de l'ARN. Donc, je pense que c'est vraiment un exemple clé de comment l'apprentissage automatisé puis l'intelligence artificielle peuvent permettre d'innover dans le domaine de l'ARN dans les dernières années. Merci. Est-ce que quelqu'un veut parler? Je peux compléter, oui, je pense que
l'IA en général, ce qu'elle a apporté, c'est plus de capacité à détecter des motifs complexes dans des données. Et donc, d'abord dans les séquences, arriver, mais aussi, peut-être qui est plus particulier à l'ARN, donc c'était mentionné fait quand Thomas présentait l'ARN comme une molécule structurée, c'est nous aider à détecter beaucoup plus facilement aussi toutes les modalités et les configurations spécifiques à l'ARN qui deviennent importantes d'un point de vue catalytique. Et c'est des choses qui est difficile à faire auparavant avec des algorithmes standards parce que les motifs qu'on pouvait capturer avec ces algorithmes étaient plus basiques dans un sens. Donc, tout le développement en IA et en particulier dans des apprentissages de graphes, je pense va apporter beaucoup de capacité à d'identifier ces motifs pour arriver à les exploiter plus tard par les chercheurs en biomédecine. Je Si suis. tu me permets. Oui. Ben, en fait, je vais juste compléter justement parce qu'on est habitué de faire, tu sais, de rentrer avec une hypothèse seulement, mais je pense qu'avec l'IA, on peut faire l'opposé. Tu sais, on peut vraiment laisser nos données un peu non labellisées, puis laisser les données parler de soi-même. Puis là, tout d'un coup, tu as tout un champ de recherche qui est beaucoup plus équitable et inclusif qui s'ouvre à nous. Puis ça, je trouve ça intéressant de l'avoir avec l'IA. Puis l'autre volet, c'est plus au niveau de l'acceptabilité. L'acceptabilité sociale, tu sais, on disait tout à l'heure, tu sais, l'IA, c'est peut s'inscrire entre un peu l'interprétation puis la gestion de la donnée. Mais tu sais, moi, j'y vois aussi un pouvoir de vulgarisation qu'on ne voyait pas dans le passé. Moi, je reviens de la Caroline du Nord, puis là, tout d'un coup, il y a toute une population, puis c'est une population un peu plus marginalisée. C'était des drag queens. Puis là, tout d'un coup, en Caroline du Nord, il y avait une recrudescence des maladies, des ITS. Puis ils ne savaient pas comment percer cette population pour qu'ils acceptent leur traitement ou ils acceptent de déclarer ou ils acceptent de partager leurs données pour la science. Et avec l'IA, ils ont créé un GPT vulgarisant, en fait, avec le même langage que les drag queens utilisent dans leur quotidien. Ça a l'air un peu esthétique, hein, de commencer une phrase avec « Hey, darling », quelque chose comme ça. Mais, au début, ça nous faisait sourire, mais on s'est rendu compte que ce GPT-là permettait de vulgariser tellement bien la science, tellement bien, tu sais, les études de recherche qui s'en venaient qu'ils ont réussi à capter cette population-là. Donc, j'ajouterais, en fait, l'IA permet aussi de vulgariser, puis permet seulement, tu sais, oui, interpréter, oui, organiser à donner, mais je pense qu'il y a comme quelque chose d'autre qu'on peut étendre, justement. J'écoutais avec grand intérêt le panel précédent, puis je disais, j'ai vu une idée, donc je voulais en profiter pour vous la partager aussi. Merci. Ouais. Je dirais, je suis assez d'accord avec ce que j'ai dit. Et moi, ma vision que j'ai voilà, là-dessus, c'est surtout par rapport à l'IA, c'est que ça a permis d'élargir la vision. C'est-à-dire que tous nos algorithmes, tu parlais, donc, Jérôme, de dire, ben, voilà, on a eu des problèmes parce qu'on était centré vraiment on cherchait des séquences très proches, on n'avait pas de portée. Et je pense que l'IA nous a mis une portée, aussi bien grâce à la nouvelle technologie d'avoir des séquences plus longues, mais aussi d'aller chercher des interactions dans l'ARN, dans l'ADN, à très longue distance et qu'on n'était pas capable de voir avec l'algorithme précis. Merci. Ma deuxième question pour vous, elle va être sur en quoi, selon vous, la science des données redéfinit-elle les façons de faire de la recherche? Et selon vous, quel est son impact à long terme sur le système de santé et l'innovation biomédicale? Je la prenne celle-là. Tous regarder. Ben, je dirais que ça aide un peu, comme ce que tu disais pour les hypothèses, tantôt, de pouvoir prendre avantage de jeux de données existants que la communauté a générés pour justement peut-être déjà pouvoir établir des hypothèses intéressantes sur des aspects de régulation de l'ARN. C'est un volet. Autre chose? Mais tu sais, je pense que dans tout changement technologique, il y a tout le temps le moment de l'épiphanie, là, tu sais, puis je vous parle pas de l'hiver parce que je m'ennuie de ce qui s'est passé il y a 3 semaines, là, mais tu sais, en intelligence artificielle, il y a eu comme le moment où tout le monde croyait dans les années 50 en disant, hey, est-ce que l'IA peut
peut penser comme un cerveau humain. Puis par la suite, pendant une autre 20 ans, il y a eu comme l'hiver de l'IA, comme plus personne n'y croyait. Et l'épiphanie est arrivée lorsqu'on a réussi à dire quelles sont les données nécessaires pairées avec la puissance de la machine. Puis c'est ça, en fait, que je pense que la plus grande évolution, c'est d'être capable d'utiliser toutes ces données-là, mais non seulement de capter tous les signaux forts qui semblent plus évidents, avec les hypothèses évidentes, mais aussi capter les signaux faibles qu'on n'aurait pas pu capter à l'œil nu. Là. Ben, je dis l'œil nu, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc, je pense que l'IA, peu importe le domaine, va venir augmenter certaines capacités humaines. Puis dans ce cas-ci, c'est qu'est-ce qu'on est capable de voir avec nos propres yeux. Moi, je complémenterai en disant que je suis totalement d'accord avec vous et je trouve que l'IA, pour l'instant, est quelque chose de très prometteur et que dans des domaines de la santé, ça fonctionne bien, mais il manque encore, et c'est là où on doit travailler notre effort, d'aller pouvoir pousser plus loin que juste, beaucoup de gens développent des méthodes et comment on est capable de sortir de la méthode de ces données ou dans lesquelles elles ont été entraînées pour l'appliquer de manière plus générale. Je pense que c'est le défi qu'on va devoir à faire, nous, spécialistes de la science des données. Et que c'est comme ça qu'on va arriver à vraiment une innovation plus large dans le domaine du médical. Ce qui m'amène sur justement ma prochaine question, qui sont, selon vous, quelles sont les opportunités académiques ou entrepreneuriales et gouvernementales qui permettent de renforcer la chaîne de valeur de la filière ARN, aussi bien du côté de la recherche fondamentale qu'à l'application et à l'innovation? Ouais, je pense qu'on a entendu parler d'ARN Québec, ARN Canada, qui offre beaucoup d'opportunités, justement, pas juste pour les chercheurs, mais aussi pour toutes les personnes qui sont en formation, c'est quand même important, puis qui font un pont beaucoup plus important qu'avant avec l'industrie. Donc, tu sais, il n'y a pas si longtemps d'aller faire de viser une carrière en industrie, c'était un peu dévalorisé dans le milieu académique, puis tu sais, ça l'est encore dans certains milieux, mais je pense que maintenant, il y a vraiment une poussée vers plutôt réaliser que c'est vraiment des carrières qui sont super stimulantes pour nos étudiants, puis entre autres de développer toutes leurs compétences transversales, puis ben, ça, c'est vrai aussi avec tout ce qui est sciences des données, puis IA. Donc, je pense que c'est à ce niveau-là aussi que les organismes comme ARENA, D2R, ARN Québec, ARN Canada peuvent continuer à former la relève. Je peux. J'arrête pas de parler, hein. C'est la dernière fois que vous allez m'inviter. Tout à l'heure, Yann me disait, ah, tu sais, c'est bien de se retrouver entre collègues, entre amis et Anne. C'est qu'on sait pas c'est qui, mais voilà, c'est celle qui arrête pas de parler. Mais tu sais, moi, on voit tout le temps comme une équation. Tu sais, l'innovation, c'est quoi? Une vraie innovation, ça a un impact sur la santé de la population. Il y a un impact aussi socio-économique, mais tu sais, il y a surtout un impact aussi culturel. Puis dans ce cas-ci, le culturel, c'est vraiment un peu ce que vous avez dit. Il y a comme un changement de posture hyper important pour que ce qui fait partie de la chaîne de recherche fondamentale, appliquée, opérationnelle, deviennent aussi des outils qui sont utiles pour la population avec cet impact-là au niveau de la population. Mais pour y arriver, il faut aussi sortir ces découvertes-là en milieu réel pour qu'on puisse en ressentir le bénéfice. Puis, ce changement-là de posture, c'est de dire aussi que c'est valorisant de tourner ces différentes découvertes-là en entreprise, en outils. Tu sais, le volet commercialisation, tout a été un peu sous-estimé. Puis, je pense qu'on est rendu dans une ère où, avec l'IA, ça va être important de faire cette commercialisation propre, responsable, pour que ça ait un impact au-delà de juste, ah ben, on a réussi à capter beaucoup de patients pour qu'ils rentrent dans les projets de recherche, mais il faut qu'il y ait quelque chose qui sorte de là, puis ces indicateurs d'impact sociétal vont être nécessaires à suivre pour le futur. Je ne sais pas si ça répond vraiment à la question, mais quelque chose qu'on voit maintenant, c'est que l'IA a peut-être rendu plus accessible certaines biotechnologies, ou en tout cas le développement d'applications concrètes. De mon point de vue, une des grandes réalisations en fait, de l'IA était de créer ces librairies, ces algorithmes qui sont beaucoup plus accessibles par des non-experts. Non-experts en IA, mais des experts dans leur domaine de recherche. Et on voit beaucoup chez pas mal d'étudiants, et nous, en chercheurs, on essaie de suivre le flot des étudiants,
d'essayer de créer de nouvelles choses avec ces outils très puissants. On ne sait pas exactement ce qu'ils vont pouvoir faire. Mais il y a quelque chose d'intéressant qui se met parce que c'est ça qui va donner à terme la création de nouvelles entreprises, d'initiatives. Et l'IA est plutôt un catalyseur en fait de ce genre d'innovation, je pense. Ben, je dirais, on a la chance à Montréal, au Québec, d'avoir une force importante en ARN. Puis, du côté IA aussi, les 2 projets Apogée qui ont été financés, c'est dans ces 2 pôles. Donc, il y a une belle synergie entre les thèmes qui pourraient justement aider à stimuler à la fois de la recherche innovante, mais aussi des jeunes entrepreneurs dans nos équipes qui voudraient développer ça plus loin, point de vue technologique. Je suis tout à fait d'accord et c'est vraiment une vision partagée par des 2R, étant donné que vraiment c'est cette transversalité des domaines et le fait que 2R a placé la science des données comme un axe transversal qui vient accompagner l'ensemble du cheminement dans le développement de la recherche et que donc c'est vraiment l'idée d'amener cette science des données tout au long à toutes les étapes de la recherche pour aider et arriver à cette aussi bien à la développement de solutions au niveau clinique que justement à arriver à la commercialisation avec les programmes de partenariat que nous avons en place. Ma prochaine question, c'est un peu plus dans peut-être technique. C'est comment, selon vous, la science des données peut-elle favoriser le développement de thérapies à base d'ARN? Là, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Ce sera peut-être la dernière question en fonction du temps qu'on a. Je peux donner un exemple de projet qu'on a développé, entre autres, avec Jérôme, puis un autre collègue à l'Université McGill, Mathieu Blanchette, qui est le directeur du programme d'informatique de l'École de bioinformatique. Les ARN, on fait l'analogie avec mettre une lettre à la poste. C'est des molécules qui doivent être transportées dans la cellule pour les acheminer à différents endroits. Puis l'ARN, dans sa séquence, va contenir une espèce de code postal moléculaire pour dire à la cellule où les transporter. Et puis on utilise avec Mathieu et Jérôme, on a développé des méthodes pour identifier ces codes postaux moléculaires. Puis là, d'utiliser des approches en IA pour comprendre le code, puis faire un design de nouvelles séquences synthétiques qui peuvent avoir des activités augmentées. Puis l'idée serait de combiner ces codes avec des ARN thérapeutiques, vaccins, ARN messagers et d'autres modalités. Donc, c'est un exemple où on peut prendre l'IA pour aider avec les aspects de design pour avoir des activités raffinées. Je peux compléter en disant que on a parlé précédemment de l'IA en termes d'outils pour identifier des motifs et découvrir des choses. Mais ce qui est peut-être remarquable, ce qui se développe maintenant, c'est qu'il y a toujours l'identification et après ce qu'on appelle la conception de médicaments, donc utiliser le savoir pour créer de nouvelles choses. Donc toutes les techniques pour utiliser un buzzword, like GenAI, qu'on instancié, qui permettent justement d'arriver à essayer de créer, de proposer, de concevoir des médicaments, des solutions complexes beaucoup plus facilement qu'il était possible de faire auparavant. Et donc ça représente une vraie opportunité. Il y a aussi d'autres, je n'en parlais pas trop, mais tout le développement, on parle souvent de tous les LLM, tous les langages models qui sont très utiles pour analyser des données complexes. Mais je le vois aussi comme un outil d'interfaçage qui peut être très puissant au devenir, rendant des notions complexes plus accessibles à des personnes qui ne connaissent pas, qui ne savent pas coder, mais qui potentiellement peuvent utiliser ce genre d'outils pour arriver à discuter avec un domaine de recherche particulier et avoir un accès plus facile à l'information. Je trouve qu'il y a beaucoup d'opportunités qui vont être développées dans ce cadre-là, et ça rejoindra un peu le panel qu'on a utilisé précédent, où on parlait aussi de comment le faire bien, de manière équitable et diversifiée. Donc, mais tout ce qui est GenAI et LLM, je pense que c'est les deux points qui vont avoir un impact majeur. On va s'arrêter là pour les questions. Je dirais, je compléterai juste vos réponses en disant que, en tout cas, une de mes visions, moi, je vois, c'est un impact de l'IA en particulier, c'est vraiment d'être capable d'accélérer, un mode d'accélération, et aussi de rendre le développement de thérapie beaucoup moins coûteux, on dirait. C'est la promesse
qui nous est faite par l'IA. On espère qu'elle va arriver à le tenir parce que pour l'instant, on n'a pas encore vu ça, mais on compte sur nous. Et on pense qu'on va y arriver. Moi, je suis sûr qu'on va y arriver. Ça sera pas aussi facile qu'on le pensait au départ. Au départ, on pensait qu'on allait juste mettre plein de données puis qu'on allait avoir toutes les solutions. Ça va prendre plus que ça. Et on est là pour ça. Maintenant, allons sur les questions de l'audience. Est-ce que vous avez des questions pour nos panélistes? Oui. Thomas, vas-y, Thomas. J'ai bien l'occasion de poser des questions. Dans vos modèles, lorsque vous apportez l'interopérabilité avec l'information qui est travaillée en un lieu, comment est-ce que vous garantissez l'intégrité de ces données-là lorsqu'elles seront exportées vers d'autres joueurs, d'autres collaborateurs? Est-ce que je peux donner juste un contexte? Steve Waterhouse, c'est comme un des plus grands en cybersécurité ici, puis il est venu à ce panel-ci. Donc, c'est pour ça que je veux juste donner le contexte à sa question. Donc, je vous laisse répondre ensuite. Est-ce que tu veux répondre? Non, Je peux donner un exemple. Tu sais, quand on génère des données dans nos labos pour appuyer nos publications, on va typiquement déposer ça dans des bases de données publiques. L'aspect de sécurité des données est un peu moins critique peut-être dans la recherche fondamentale. Quand ça implique des données de patients, c'est une paire de mitaines. Puis, on a aussi, parfois, on va générer nos propres databases publiques pour un peu démocratiser notre recherche, puis rendre ces données accessibles, même pré-publication. On a des exemples de ça dans notre équipe pour des données d'imagerie. Oui, j'allais aussi dire qu'on est quand même chanceux au Canada parce qu'on a accès à l'Alliance de recherche numérique du Canada. Puis, tu sais, je pense que ça permet aussi de partager des données entre différents groupes sans avoir nécessairement à les transférer à plein d'endroits juste en jouant avec les permissions. Puis l'autre chose que je mentionnerais, c'est peut-être c'est pas directement en lien avec votre question, mais par rapport au partage des données dans les bases de données publiques, je pense que ça, c'est un défi avec lequel on a à jouer, qui est justement comment garantir que toutes les données qui sont générées sur des participants humains vont être accessibles pour favoriser la science ouverte, tout en gardant leur confidentialité. Puis, actuellement, avoir accès à ces données-là, ça prend des mois et des mois, puis ça va probablement empirer avec tout ce qui se passe aux États-Unis. Fait que quelque chose à garder en tête aussi. Moi, si je pourrais amener mon côté plus, parce que côté plus justement gestion de données, qu'on a parlé l'enfant pauvre de la science des données. Ce qu'on travaille beaucoup ces temps-ci, c'est vraiment l'idée de dire les données sensibles, on ne veut pas les déplacer. On veut qu'elles restent où elles sont, dans des endroits sécurisés, et que on va amener des algorithmes à la donnée plutôt que déplacer les données qui créent des risques au niveau de cybersécurité et au niveau de sphère de perte d'informations. Tout ça. Donc, c'est vraiment, on travaille sur ces approches-là où on est capable de fédérer des analyses sur 4-5 sites différents où c'est vraiment l'analyse et seulement l'extraction du résultat qui vont être transférés et qui va s'assurer que la donnée n'est pas, il n'y a pas de faille de sécurité là-dessus. Je peux te permettre une question? Oui, bien sûr. À ce moment-là, si vous dites que c'est des données sensibles, que vous dites confidentielles, à partir de quel modèle de classification de données que vous allez effectuer cette analyse-là? Est-ce que c'est quelque chose à l'interne ou bien le nouveau modèle de classification du gouvernement provincial? Donc, on respecte forcément le modèle provincial, mais on suit des recommandations, on va dire nationales, internationales, comme GH4GA. On s'assure de vraiment respecter, mais pour l'instant, ça reste encore quelque chose qui n'est pas super bien défini, surtout que par rapport à la loi 25, ça reste encore très flou et il y a peu de gens qui comprennent exactement la portée et où est-ce que ça s'arrête les données. Donc, on travaille là-dessus. Mais c'est sûr qu'on veut respecter, être compliant, non, qu'on veut aligner avec les lois du Québec sur la gestion de données. Ça va. On a un expert ici en recherche participative. Et un des défis principaux, justement, avec l'IA, c'est d'avoir des bases de données, une quantité de données immense. Souvent, ces données-là proviennent du public, proviennent de patients, proviennent de résultats de recherche produits par les fonds
gouvernementaux, les payeurs de taxes. Et puis, au bout de la ligne, le produit est traité et ensuite redistribué selon les plateformes plus ou moins ouvertement. Dans le cas des D2R, dans le cas où il y a des patients, des cohortes de patients, même des populations qui méritent plus d'équité, en fait, qui sont impliquées, est-ce qu'on n'a pas le devoir de complètement ouvrir le livre ou de s'assurer que ceux qui ont fourni les données en sont propriétaires et qui en bénéficient d'une façon ou de l'autre? Bon, ce que je veux mentionner, c'est justement vous avez besoin d'énormes quantités d'informations, que ça passe dans une boîte noire où il y a un processus qui est l'algorithme. Puis au bout de la ligne, on perd un petit peu de vue qui a produit ces données-là. Comment est-ce que vous gérez cette complexité-là? Il y a en fait le ownership des données. De mon point de vue, tout ce qu'on fait, toujours ouvert. Le tout ouvert possible. Ouais, il y a aucune barrière là-dessus. On le voit même même en IA, je pense qu'il y a un consensus qu'on va dans cette direction. Les modèles, DeepSeek, on en entendait parler, mais aussi Llama, tout ce genre d'outils deviennent de plus en plus ouverts parce qu'on se rend compte que les domaines fermés, en fait, enfin les modèles fermés, à terme progressent moins vite parce qu'on ne peut pas les partager, on ne peut pas en discuter, et vont être aussi moins, on va avoir moins de confiance. Si on veut créer la confiance, et c'est ce qui est central dans la recherche, dans l'innovation, donc créer confiance avec le produit qu'on donne et les utilisateurs, de mon point de vue, ça doit être ouvert. Après, il y a peut-être des modèles d'innovation, comment est-ce qu'on va le faire? Ça, je ne sais pas, ce n'est pas mon domaine de spécialité. Mais en tout cas, tout ce qu'on fait en sciences participatives et même non participatives, tout reste ouvert parce qu'en tant que chercheur, on a un devoir de faire contribuer et de bénéficier à la société, quoi. Pour revenir aux startups, d'abord, en fait, si on innove de cette façon-là, puis tout est ouvert, qui a la propriété intellectuelle? Ben, souvent, la propriété, enfin, en tout cas, quand on développe des algorithmes, moi, ce que je vois de mon côté, c'est que c'est bien de développer un algorithme, mais ce qui compte, c'est la personne qui a développé derrière. Parce que c'est chaque fois, ce qu'il y a, c'est appliquer un modèle particulier dans un problème particulier. Chaque chercheur va venir avec un contexte différent. Et la méthode qui marche dans 99% des cas, comme c'est marqué dans le papier, va pas marcher dans le 1% intéressant pour le chercheur. Donc de mon point de vue, en tant que bioinformaticien, puis après je connais pas trop les données, je parle plus pour les méthodes. Ce qui compte, c'est le chercheur qui va développer parce qu'il sait comment utiliser l'outil dans le contexte dont va avoir besoin le patient. Donc le modèle que j'ai plutôt en tête, c'est plutôt de se dire qu'on développe des outils ouverts que tout le monde peut utiliser, mais on est les experts reconnus. Si on va travailler avec une pharmaceutique, par exemple, qui a des jeux de données particuliers, on va travailler avec eux. Peut-être que le modèle, ça va être, on va garder une partie de l'IP du médicament qui va à terme être Le produit fini. le produit fini, et se dire que la collaboration va être, on apporte notre expertise, mais on fait une partie de l'IP. C'est un des modèles que j'ai en tête, mais encore, je ne suis pas spécialiste du tout dessus. Si je peux compléter, de mon passage à Nutramida, où justement on collaborait beaucoup, soit avec des biotech, soit avec des startups. Les startups, il y a tout un programme de startups là-bas. C'était le modèle de sciences ouvertes où, justement, comme disait Jérôme, les algorithmes sont développés de manière ouverte totalement sur des jeux de données généralement publics, ouverts à tout le monde. Les startups ou les collaborations, après, où il y a de la valorisation, sont faites sur l'application. Comment on applique ces algorithmes à des questions particulières. Et donc, c'est la connaissance qu'on a par rapport à l'utilisation et l'application de ces modèles-là et d'être capable de tirer des résultats dans un contexte particulier qui est valorisé et qui va être commercialisé sous forme de start-up ou sous forme de nouveau développement par un outil une compagnie. Par exemple, la compagnie va dire, ben voilà, vous avez développé ce modèle-là, moi j'apporte mes données privées et je veux appliquer votre algorithme et le résultat de cet algorithme-là, je le garde pour moi parce que c'est le fait d'appliquer sur mes données votre algorithme ouvert qui va donner. Donc, c'était ce modèle-là qu'on mettait en place. Et je pense que c'est un modèle assez bien parce que ça permet que la science progresse, parce que tout le monde, ces algorithmes sont toujours disponibles,
pour tout le monde. Ils peuvent être développés, améliorés, raffinés. Et l'entreprise, elle arrive avec ce qu'elle a collecté, ce qu'elle a travaillé dessus, puis elle est capable de prendre ces outils-là, puis d'en faire ce qu'elle veut. Oui, Yann, tu as un commentaire? Oui, est-ce que c'est une motivation pour les chercheurs de suivre ce modèle-là? Qui, moi, je trouve effectivement qui semble le plus intéressant, puis au niveau aussi patient, tout ça, qui semble le plus efficace. Mais versus, par exemple, on sait qu'il y a des algorithmes qui sont utilisés présentement par des hôpitaux universitaires afin de détecter des conditions, des choses comme ça, de traitement, de précision de traitement. Et on ne montre pas le code, c'est pas disponible cette information-là. Donc, on peut passer le test à l'hôpital universitaire, mais on n'a pas de détails sur le modèle algorithmique, on lui donne un résultat. Qu'est-ce qui va motiver le chercheur pour le faire aller vers le modèle ouvert que tu préconises? C'est une bonne question. Je ne suis pas sûr d'avoir complètement la réponse, moi. Est-ce que vous avez des suggestions? Moi, j'ai des Comme idées. chercheur, qu'est-ce qui Ouais. vous interpelle dans un modèle ouvert par rapport à un modèle plus fermé? Moi, j'ai beaucoup parlé, alors je vais laisser répondre. Pour moi, ça dépend des types de données. Donc, pour certaines ressources, on les a rendues publiques. Pour notre travail sur les zip codes ARN que je mentionnais plus tôt, ça a été fait en partenariat avec une firme de capital risque basée à Montréal. Donc, ça a été plus délicat comme situation. Donc, on n'a pas parlé publiquement de ces données-là pendant presque 10 ans maintenant. Donc, on a accumulé, c'est un peu un know-how qu'on a accumulé. Donc, pour faire la base aussi de demande de brevet et tout ça. J'ai un peu perdu le fil de la question. Non, mais c'est absolument ça, c'est bien, parce que ça montre bien le dilemme auquel on peut faire face parfois, parce que bon, il y a un intérêt scientifique aussi, point de vue à partager les données, à ce que d'autres scientifiques puissent les commenter, mais en même temps, oui, des fois, il y a ces obligations de marketing-là qui nous arrivent dessus, qui peuvent arriver assez tôt, finalement. Moi, tu me connais, hein, je suis partisan plutôt de la science ouverte. Et je pense que qu'est-ce que ça prend pour amener le chercheur à aller dans cet engagement de la science ouverte? Ça prend beaucoup de discussions, beaucoup de lobbying, de faire comprendre que des fois, collaborer peut apporter plus que essayer de se garder son petit champ d'expertise à soi-même, parce qu'on découvre des nouvelles collaborations, de nouvelles opportunités. Moi, c'est ça que je vois comme chemin vers la science ouverte. Dominique, je pense que tu avais Je vais juste commenter. C'est tourné sur l'avancement du secteur. Les premiers qui l'ont fait, c'est en astrophysique, bien sûr, où ils ont découvert que de mettre en commun toutes leurs données leur permettait, bon, ils ont 6 mois de réserver leurs données, et puis après ça, vous aviez et là, ils s'encouragent les uns les autres. Et après, le modèle de l'intelligence artificielle a aussi, quand même, j'ai travaillé beaucoup avec Joshua Bengio il y a 20 ans, et c'était un modèle où les algorithmes étaient publics. Et après, les compagnies pouvaient prendre l'algorithme et le faire, et alors, lui, il disait, moi, c'est bien dommage, mais je ne vous aide pas à le transformer pour faire quelque chose avec, débrouillez-vous. Donc, ça a pris 15 ans avant qu'on soit capable de faire quelque chose avec les algorithmes. Mais c'est ça. Et dans le secteur de la santé, il y a des efforts qui sont faits pour faire ce genre de choses-là. Mais évidemment, la compétition autour des thérapeutiques, c'est le problème. Donc, il faut regarder autour des plateformes. Où est-ce que les outils peuvent être partagés? Je pense que le CQDM a été très fort au début à développer des choses comme ça. Ça serait une belle discussion à avoir autour de l'ARN. Quelle partie peut être partagée pour faire avancer le secteur beaucoup plus rapidement et quelle partie doit être protégée pour permettre l'émergence d'un écosystème des sciences de la vie? Je n'ai pas la réponse. Je pense qu'on a fini ce temps. J'aimerais avoir votre avis pour justement aider à développer les thérapeutiques ARN davantage. Beaucoup d'algorithmes qui sont en train de développer utilisent des banques de données publiques qui sont tous les mêmes. D'après vous, c'est quoi le type de données qu'un besoin qu'il y a pour améliorer, accélérer le développement mais à pousser davantage? Je pense que toutes les données, le problème, c'est plus la couverture différente. Il y a des problèmes. Le gros problème qu'on a, c'est souvent on a des données dans un domaine très particulier qui ne généralisent pas bien. On l'a vu avec les protéines perséantes.
Mais l'ARN, c'est beaucoup plus de molécules potentielles. Donc, de mon point de vue, c'est juste générer, par exemple, par une nanopore. Il y a beaucoup de données, c'est le domaine peut-être qui se développe le plus ces temps-ci, je pense. Ouais. Non, je ne voulais pas vous couper. Non, je sais pas si. Il faut juste plus. Ouais, mais je pense qu'il faut aussi aller au-delà de juste genre mesurer l'abondance des ARN, puis penser à tous les autres aspects qui fait leur identité, leur localisation. Il y a des efforts par rapport à ça, mettons avec ENCODE ou avec GTEx, qui sont pas mal les grosses bases de données avec lesquelles on travaille, mais qui sont quand même beaucoup plus petites que ce que, par exemple, les chercheurs qui travaillent plus en ADN ont accès. Donc, c'est de continuer à générer des données en plus de développer des méthodes pour les traiter puis pour les analyser. Les données structurales aussi, comme disait Martin. Il y a quelques centaines d'ARN seulement pour lesquels on a des structures comparativement aux protéines. On est très loin des quelques centaines de mille de structures. Donc, pour faire des prédictions structurales, si on veut designer une drogue qui va aller affecter un ARN ici, on est loin de ça. Mais Jérôme, c'est un expert du domaine. Donc. Et je pense que nanopore peut être une des solutions là-dessus. Si aussi je peux aussi donner mon avis là-dessus, je vais m'éloigner un peu du domaine ARN spécifiquement, mais amener un autre point de vue, parce que j'ai travaillé dessus justement avec Yoshua, quand j'étais à Mila. Maintenant, on développe aussi des outils d'intelligence artificielle pour être capable de définir c'est quoi les données manquantes. Avec tout ce qui est, on a des modèles traditionnels d'intelligence artificielle, et on vient mettre une autre couche qui nous permet de prédire ça serait quoi l'information, la donnée à générer la plus intéressante pour améliorer le modèle du dessous. Donc, comment optimiser l'exploration de l'espace de la donnée. Donc, il y a tous les scénarios. On commence aussi, il y a vraiment une réalisation on a besoin d'améliorer notre espace, on a besoin d'être plus divers, et il y a plus de domaines là qui se développent utiliser l'intelligence artificielle pour essayer justement d'aller chercher quelles données générer pour être apporter plus d'informations. Merci à vous. On va terminer par une période de conclusion. Donc, je vais vous laisser chacun votre tour conclure. Je vais commencer par toi, Jérôme. Oui, je vais faire ça relativement court de mon côté. Juste peut-être pour conclure, ce que disait en fait Eric, je pense qu'il est important peut-être à retenir ici, c'est que avec Detour, avec Arena, il y a une expertise avec le Mila McGill, il y a une expertise en fait assez fantastique à Montréal qui combine justement l'IA et l'ARN. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de villes dans le monde qui aient les mêmes expertises combinées. En tout cas, de la taille de McGill, peut-être sûrement si on va à New York ou Paris, mais ils ont aussi plein de choses à faire. Juste qu'il y a une opportunité fantastique ici à faire. Et c'est bien que l'initiative comme Detour ait pu être lancée parce que ça peut être le début de quelque chose d'assez remarquable, j'espère, au niveau canadien et mondial. Merci. Karine? Donc, j'avais un peu planifié de parler de justement la question Martin, fait que je vais continuer dans cette direction-là. Donc, je pense que la chose vers laquelle on doit aller, c'est générer plus de données, tout en développant des algorithmes pour les traiter, les analyser et tout ça. Mais quand je pense à l'ARN, donc il y a sa versatilité, comme Thomas a mentionné, mais il y a aussi la dynamique qui, contrairement à l'ADN, notre transcriptome va changer en fonction de la génétique, de l'environnement, de médicaments, de maladies, etc. Puis je pense que notre vision de ce transcriptome-là est encore très mince par rapport à tout ce qu'on pourrait avoir comme vision. Donc, il y avait 3 points que je voudrais diversifier au niveau de la recherche de l'ARN dans les prochaines années. C'est d'abord d'augmenter la représentativité de différentes populations. Donc, si on pense à Carthagène, par exemple, qui est notre biobanque québécoise, il y a plus de 40 000 participants qui ont été analysés au niveau de l'ADN, mais moins de 1000 qui ont été analysés au niveau de l'ARN. Donc, il y a des complexités avec ça parce que le transcriptome est spécifique à chaque tissu, mais je pense qu'on peut quand même vraiment augmenter la présence de l'analyse de l'ARN dans ces grosses biobanques-là au Canada, au Québec, autant qu'ailleurs.
Ensuite, au niveau des modalités de l'ARN, donc s'éloigner de juste regarder l'abondance. Puis il y a une statistique vraiment intéressante d'une étude récente qui disait que 90% des études qui utilisent le séquençage de l'ARN s'intéressent seulement à l'abondance des ARN messageries, alors qu'on sait que l'identité va affecter sa fonction, sa stabilité, etc. Puis le troisième point, c'est les types d'ARN. Donc, même aujourd'hui, on a principalement parlé des ARN qui codent pour des protéines, alors que il y a plein d'autres types d'ARN dans la cellule puis les recherches récentes et plus anciennes montrent qu'ils ont beaucoup de potentiel comme biomarqueurs, comme type thérapeutique. Donc, il faut qu'on vraiment développe des meilleurs moyens pour aller analyser tous ces autres ARN-là qui pourraient nous permettre ensuite d'avoir justement des ensembles de données beaucoup plus massifs qui vont permettre de mieux entraîner les modèles d'intelligence artificielle, puis éventuellement d'arriver à des thérapies à base d'ARN qui vont se rendre à la clinique. Eric? Moi, je voudrais revenir sur ce que Dominique mentionnait dans son intro. Les racines pour la recherche sur l'ARN au Québec sont profondes. Puis, on a des pionniers du domaine qui ont établi des expertises du côté biochimique, de la chimie, des aspects d'informatique aussi. Donc, on est très, très bien positionné pour faire des percées importantes dans ce secteur-là, en particulier avec les expertises de Montréal en IA aussi. Donc, ça devrait être une période d'effervescence, je pense c'est un peu un message plus global, je dirais, mais il y a des défis parce que les brevets dans le secteur de l'ARN sont surtout concentrés à Boston, puis à San Francisco, puis à San Diego. Donc, il y a une compétition importante là, pour lesquelles il faut se démarquer. Puis je pense en unissant nos forces via des forums comme celui-là, ça va nous aider à y arriver peut-être. Anne? Donc, merci. En fait, moi, c'est un rôle un peu plus macro que j'ai pour le Québec. Donc, tu sais, je pense toujours à la souveraineté numérique, mais tu sais, on peut parler aussi de souveraineté bionumérique. Je pense qu'on est capable, avec les talents, tu sais, avec la donnée, de suppléer aussi ces données-là, puis les rendre beaucoup plus accessibles avec l'intelligence artificielle. Donc, se donner cet élan-là pour créer nous-mêmes nos talents, puis de s'assurer aussi que les données sont dans des environnements sécurisés, puis de façon locale. Parfait. Merci à vous. Merci au public, à l'audience, de nous avoir posé vos questions. J'espère qu'on vous a amené à réfléchir sur l'importance, l'impact, montrer que l'IA et la science des données, c'est vraiment un possible catalyseur pour la recherche en ARN, avec encore beaucoup de défis à relever et beaucoup de challenges à résoudre, mais qu'on est là, qu'on va se relever les manches et qu'on est confiant qu'on va y arriver. Merci.